Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des carrés Hermès. Comme d'habitude, si mon contenu vous intéresse, si vous vous intéressez au luxe, en particulier à la maroquinerie, à tout cet univers là, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et venir me suivre sur Instagram @carolette31. Alors donc aujourd'hui je vais vous parler des carrés Hermès puisque j'en ai deux de deux tailles différentes et un qui est on va dire classique et un sur teint. Donc j'ai découvert les carrés sur teint très récemment, donc lors des ventes privées Hermès qui ont eu lieu en janvier donc 2025. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui est sortie il y a peu de temps, donc je vous invite à aller voir si vous voulez savoir comment ça se passe et ce que j'ai acheté lors de ces ventes. Donc on va voir les carrés, et j'ai également le carré d'une de mes amies, d'ailleurs il faut que je lui envoie absolument. Désolée, je prends trop de temps à envoyer ce truc, mais voilà. Et donc je vais vous faire un petit point sur l'histoire des carrés et en fait la différence un peu entre les carrés classiques, on va dire, et les carrés sur teint. Alors, concernant l'histoire des carrés, ça commence en fait dans les années 30. Donc la styliste des tenues sportives de Hermès, tout ce qui était maillot de bain, tenue sportive, a l'idée en fait de créer des petites écharpes assorties à ces tenues. Donc c'était Lola Prusak. Donc c'est pas encore le carré qu'on connaît maintenant, mais c'est un peu l'idée de ce que ça va devenir. Et donc en 1937, Robert Dumas pour les 100 ans de la maison va demander donc à la personne qui va créer les carrés les plus iconiques, donc qui s'appelle Hugo j'espère que je le prononce bien, Hugo Grincar. J'ai mon téléphone là parce que voilà, je ne connais pas par cœur l'histoire des carrés. Et donc là, ils vont créer le premier carré qui s'intitule Jeu des omnibus et Dame Blanche. C'était un clin d'œil à l'inauguration d'une nouvelle ligne qui allait de Madeleine à Bastille. Mais bon, à cette époque-là, le foulard, c'est pas non plus le truc qui est le plus à la mode finalement. Donc ce type en fait d'accessoires, ça s'inspire des mouchoirs des militaires, ce qu'on appelait les mouchoirs de cou qui étaient portés au 19e siècle. Donc à l'époque, dessus, on avait forcément des motifs militaires et même des instructions pour les soldats qui étaient analphabètes à cette époque souvent. Donc ce type d'illustration va être très à la mode pendant la guerre 14-18. Mais ensuite ça va être vraiment les motifs typiques de Hermès, donc avec l'univers équestre qui vont supplanter les motifs militaires. Puis ça va se diversifier un peu et on va avoir toutes sortes de motifs donc qui rappellent la faune, la flore, la nature de manière générale, la géographie, enfin tout ce genre de choses. Et donc ça va être pendant la Deuxième Guerre mondiale que le foulard va vraiment devenir très à la mode, puisqu'on peut penser à l'illustration Rosie la rifteuse, je sais pas si vous voyez, c'est la meuf là qui est comme ça, qu'on voit souvent sur les illustrations américaines. Les ouvrières de l'armement en fait vont mettre des foulards dans leurs cheveux donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, et donc ça va vraiment un peu donner ses lettres de noblesse au foulard. Et donc dans l'après-guerre ça va vraiment être un objet très à la mode. Donc on va voir par exemple Grace Kelly qui va porter son petit foulard. Elle va même utiliser un foulard Hermès quand elle s'était cassé le bras, donc je vous mettrai une photo. Donc elle a fait son bras et elle a pas une attelle, elle a un foulard Hermès beaucoup plus chic. On a également Brigitte Bardot évidemment qui va mettre le petit foulard comme un petit fichu sur la tête. Jackie Onassis également, Jackie Kennedy Onassis, qui va également donner ses lettres de noblesse au foulard. J'avais trouvé les dates de ces événements, attendez je vous dis ça plus précisément. Pour refaire un peu l'historique sur ce que je vous disais sur un peu les stars qui s'emparent du foulard Hermès, donc on a en 1956 Audrey Hepburn qui va faire la couverture du magazine Life Magazine avec un carré Hermès. Donc également en 56, donc Grace Kelly qui va porter son bras cassé là avec un foulard Hermès. En 57, le carré mythique qui va être créé, qui s'appelle Bride de Gala, qui est le carré le plus vendu, donc je vous mettrai une photo. Il est également créé par Hugo Grincar, que j'arrive toujours pas à prononcer. Donc il va créer à la fois donc, le tout premier carré Hermès, vous savez, là, le fameux Jeu des omnibus et Dame Blanche, donc le Bride de Gala, et également le Ex Libris. Donc le Ex Libris, il est créé en 46, et c'est également un des iconiques de la marque. Donc bon, on va aussi avoir en 57 Sophia Loren qui va porter le fameux Bride de Gala, et on a aussi Catherine Deneuve dans les années 60 qui va devenir une grande fan des carrés et qui va en porter énormément. Et enfin, quand même, summum de la hype et du cool, d'une certaine façon, et surtout du prestige, on va dire, de l'objet, on va également voir la reine Elisabeth II avec des carrés Hermès dans les cheveux, donc quand même la classe. Alors ça va un petit peu perdre en hype et ça va être un petit peu plus un symbole, on va dire, de la bourgeoisie ou de l'aristocratie, et donc c'est vrai que dans les années peut-être 90-2000, c'est un objet qui a un peu plus connoté, on va dire, ouais, bourgeoisie, pour dire ça comme ça. Donc on le verra un peu moins, enfin ça va être un peu moins, comment dire, hype en tout cas, mais ça va revenir en force parce que dans les années 2010 il va y avoir une exposition sur Grace Kelly au musée en Angleterre, et donc le carré Hermès va faire partie de l'exposition, donc ils vont exposer des carrés qu'elle a portés et tout ça. Hermès va également collaborer avec des artistes, donc ça va un petit peu relancer aussi la hype sur cet objet. Et en 2015 on voit que ça revient en force puisqu'on va voir des grandes stars comme Blake Lively, c'est la grande époque de Gossip Girl, Charlotte de Monaco et également Kate Middleton qui vont être aperçus avec des carrés, donc ça va un petit peu relancer la hype. Et c'est vrai que de nos jours, des carrés on en a pour tous les goûts, des motifs extrêmement classiques, des motifs
beaucoup plus moderne, disons. Il y en a vraiment plein de styles différents. Donc en tout, vous avez plus de 2000 motifs différents de carrés. Et pour les créer, ces carrés, il y a 75 000 nuances différentes de couleurs qui sont utilisées par Hermès pour les fabriquer. Donc il y a vraiment un choix énorme, c'est extrêmement diversifié. Donc vous pourrez en trouver pour tous les goûts, vous pourrez trouver des vintage magnifiques, des neufs magnifiques. Enfin bref, il y en a pour... il y a du choix énormément. Petit point sur la fabrication du carré, tant qu'on y est. Donc un carré est constitué, attention, donc c'est du twill de soie. Donc il est constitué de 450 km de fibres de soie, soit la production de 300 verres quand même. Une fois que des artistes ont proposé des dessins à Hermès, donc Hermès sélectionne les dessins qu'ils souhaitent produire pour les foulards. Il faut en fait qu'ils gravent l'espèce de cadre qui va permettre d'imprimer les dessins. Donc parfois, ça peut prendre plus de 600 heures en fait pour détourer le motif en fait sur le cadre en fait qui permet d'imprimer. Et donc ensuite ils font leur petit mélange avec les 75 000 couleurs pour produire le dessin qu'ils souhaitent réaliser. Donc ils utilisent des pochoirs fixés sur cadre pour sérigraphier la soie. Donc en fait ils font des calques couleur par couleur du plus clair au plus foncé et donc ils impriment en fait couleur par couleur à chaque fois sur le carré pour produire le dessin. Donc ça on voit que c'est quand même assez long, c'est quelque chose de très technique. C'est fabriqué en France, hein, c'est fabriqué je crois à Lyon. La soie est tissée sur les métiers de la maison Perrin et Fils. Et une fois que c'est imprimé, il y a un roulotage à la main donc pour faire les bords du foulard. Donc c'est l'ourlet en fait pour finaliser le foulard. Et donc les bords du carré sont cousus à la main. Donc c'est ceci le roulotage en fait. Voilà, ça. Et vous voyez il y a des petits fils en fait. Voilà. Pour faire ce roulotage, c'est quand même 45 minutes par pièce, donc c'est pas non plus neutre. On voit que c'est quand même très très long pour faire un carré, donc c'est vraiment du grand art pour le coup. Donc je vous montre par exemple ce carré. C'est A Garden of Shape, celui-là. Donc on voyait ici son roulotage. Donc on voit quand même la précision pour appliquer couleur après couleur. Donc là voilà deux exemples de carrés on va dire classiques. Donc celui-là c'est un 140 parce que vous avez évidemment plusieurs formats. Le format classique, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, c'est 90 par 90. Donc comme celui-là. Là il est à l'envers. Donc comme celui-là, mais vous avez des plus grands et des plus petits. Donc vous avez plus grands les 140 et plus petits ce qu'on avait appelé les bandanas où c'est je crois 45 par 45. Et je sais pas s'il n'y a pas aussi des 70 par 70. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la taille. Alors, je trouve que selon le porté, le 90 c'est quand même un chouille petit. Donc voilà, si vous le mettez, donc, ça vous voyez la différence par exemple. Donc, voilà ce que ça donne. Donc ça s'arrête vraiment au niveau de la poitrine on va dire. Alors que celui-là, The Savannah Dance, qu'en fait vous avez le nom du motif. De votre motif qui est imprimé à chaque fois sur le carré. Voilà. Avec également la signature Hermès Paris. Hop. Voilà, Hermès Paris. Et donc celui-là c'est un 140. Donc si je le plie en deux comme j'ai fait pour le 90, pour que vous voyez la différence de taille, hop. Bon, on voit hein, forcément. Vous voyez que c'est beaucoup plus enveloppant. Moi je préfère. C'est plus grand, ça permet d'être mieux enveloppé, de faire plusieurs tours. Vous pouvez aussi le mettre plutôt comme ça, vraiment, si vous voulez, pour vraiment vous enrouler dedans. Donc je trouve que c'est pas mal. Et d'ailleurs, petite différence entre les deux. Après ça, je sais pas, celui-là, je l'ai déjà porté. Mais alors je sais pas si c'est ça, mais en fait, je trouve que la soie est plus fine et plus souple que sur le 90. Alors que c'est la même technique, les deux, c'est des carrés teints classiquement, hein. Mais celui-là me paraît plus épais, je sais pas comment expliquer. L'autre est ouais plus fin. Je suis pas sûre que ça se voit peut-être au tombé. Mais celui-là, celui-ci, en plus ils ont des couleurs un peu similaires, mais celui-ci a un poil plus de rigidité que celui-là qui est vraiment plus souple, presque plus doux. Je sais pas si c'est comme ça ou si c'est juste, ça dépend des modèles. Enfin là pour le coup je peux pas vous dire, je suis pas assez connaisseuse et j'ai pas vu d'infos par rapport à ça sur une spécificité des 140, mais en tout cas moi vraiment celui-là ouais est plus doux. Après c'est peut-être parce que je l'ai porté et donc avec la chaleur du corps il s'assouplit. Je sais pas si la soie produit ce genre de choses, mais bon je vous le dis en tout cas, je trouve que ouais il y a une petite différence de texture. Donc on va passer à celui-là, donc ce carré là. Il s'appelle Ciel de Byzance, c'est mon petit préféré, donc acheté également pendant les ventes privées. Donc ici, non il s'appelle Ciel byzantin.
Et donc ça, c'est un carré surteint. Donc je vais vous faire un petit point sur en quoi ça consiste exactement le carré surteint. Donc à la base, c'est un carré classique qui est imprimé, on va dire, normalement avec la technique que je vous ai expliquée avant. Mais on lui fait subir une teinture supplémentaire et ça lui donne une couleur unique forcément. Avec parfois des effets dégradés ou un peu inattendus. Donc quand vous avez un carré surteint, il est beaucoup plus unique entre guillemets parce que vraiment la surteinture va vraiment lui apporter quelque chose de, ouais, de spécifique. Et la réaction du foulard peut être un peu différente selon la série, on va dire, donc déjà il y en a beaucoup moins, et vous avez vraiment quelque chose d'unique en fait. Donc pour distinguer un carré surteint d'un carré classique, ça va être au niveau de l'étiquette. Bon, moi j'ai enlevé l'étiquette parce que je trouvais que ça faisait moche quand je le portais, mais par exemple, sur celui-ci, attendez, voilà. Donc sur celui-ci, vous avez l'étiquette là, bon vous avez l'étiquette parce que de la vente privée, que je laisse parce que le carré n'est pas à moi, et sinon vous avez une étiquette comme ça, noire, voilà. Made in France, 100% soie avec les instructions de lavage, assez classique. Pareil derrière, bon rien de spécial. Donc là, celui-là par exemple, c'est Carré Twill Garden of Shape, rouge, bleu, blanc, avec les références, si vous voulez. Donc ça, c'est l'étiquette qu'il y avait à la vente privée. Et donc celui-là, la différence, c'est que l'étiquette, en fait, elle est de la couleur de la surteinture. Donc moi, c'est un surteint dans ces tons de bleu foncé comme ça. Et donc sur l'étiquette, sur cette étiquette là, mais je sais pas si ça va être visible, il y a écrit surteint Deep Dye, donc en anglais, Hermès Paris, avec le logo de Hermès, donc là, bon, oh, si on le voit bien, donc, ah, si on le voyait bien, ça a arrêté de faire la mise au point. Voilà, surteint, donc Deep Dye, donc vraiment c'est une étiquette qui est spécifique, et de l'autre côté, vous savez, vous avez les fameuses instructions de lavage. Et donc également ici, vous voyez donc la référence du foulard avec, vous avez bien surteint marine, donc c'est bien marine, la couleur de surteinture, et pas, je vous avais dit bleu, c'est marine. Effectivement, c'est très foncé. Je vous mets une photo que j'ai trouvée de Ciel de Byzance, je pense la version classique. Donc, ici, vous avez aussi le petit logo, enfin la petite référence à Hermès. Et donc vous voyez ce que ça donne entre le classique qui est un peu dans les jaunes, qui est assez clair, et là, là on est vraiment sur des nuances d'indigo, de bleu foncé et de bleu canard, enfin de vert et de bleu canard, vous voyez ici, de bleu foncé, de bleu plus clair, enfin c'est très très différent. Ici au niveau des fleurs, on a un peu une espèce de ocre, enfin, on a vraiment plein de nuances différentes, mais vraiment rien à voir. Après je suis pas complètement sûre que ce foulard là, je vais le mettre sur l'épaule comme ça, celui que je vous montre c'était exactement celui-là qui a été reteint, enfin, mais je pense, vu les nuances que ça donne, le jaune, ça paraît logique qu'avec du bleu foncé, ça donne le vert, donc vraiment sur un peu les dessins qu'il y a au milieu ici, le liseré là, les petits liserés qui sont verts. Je pense que c'est cohérent que le bleu du tour il soit devenu vraiment un bleu foncé, comme ça un peu indigo, enfin indigo, enfin bleu foncé même proche, c'est du violet carrément, c'est quasiment du violine même. Je pense que c'est vraiment celui-là, honnêtement je l'aime pas du tout en version classique, je le trouve hyper ringard là pour le coup, le ciel de vie, le non surteint, très ringard. Moi je préfère largement le mien, je préfère beaucoup de toute façon les couleurs froides, ça me va mieux. Et je trouve ça, c'est des couleurs qui me plaisent beaucoup plus. Mais je pense vraiment que c'était celui-là initialement. Et donc vous voyez la grosse différence. Donc je vous refais un petit point sur la technique. Donc une fois que le carré a été créé de manière classique, donc comme je vous ai dit, application de couches successives de couleurs avec le cadre là pour imprimer le motif le plus précis possible. Donc une fois que ça c'est fait, donc le carré est prêt pour le surteint. Et donc là on va le plonger dans un bain de teinture. Donc moi pour le mien, un bain bleu marine. Une fois qu'on a fait ça, on le sort et on le fait sécher soigneusement et on le repasse pour fixer la couleur. Parfois le carré va être lavé pour adoucir la soie et garantir aussi la tenue de la teinture. Et donc l'effet de la surteinture fait qu'effectivement vous pouvez avoir des nuances assez uniques et des variations de couleurs, ce qui fait que chaque carré effectivement peut différer de l'un à l'autre. C'est assez prisé en fait apparemment les carrés surteints. Vraiment je connaissais pas. C'est vrai que je sais pas un objet auquel je m'étais beaucoup intéressée, mais là en le prenant, en fait j'ai flashé pendant la vente privée, ils étaient, en fait les carrés sont étalés un peu par type de couleur, enfin vous avez un carré de table, enfin vous avez des tables disposées en carré plutôt, et vous avez plein de carrés disposés un peu par, ouais je dirais couleur par couleur un peu. Et en fait moi j'ai vu cette couleur, j'ai flashé dessus, je l'ai pris et j'étais là, je l'ai gardé quoi. C'était vraiment au premier coup d'œil, on est vraiment coup de cœur. Vraiment ce violet bleu vert là, je trouve c'est sublime. Et le fait de se dire qu'il a un côté un peu plus unique qu'un carré on va dire classique, je trouve ça lui rajoute un petit plus. Et j'aime bien cette idée, c'est ce qu'on aime dans le luxe, c'est l'unicité, l'exclusivité. Donc ça je trouve que c'est plutôt cool. Et donc ce qu'on peut avoir comme effet avec la surteinture, je vous lis là ce que j'ai trouvé parce que c'est plus simple. Donc le surteintage peut avoir plusieurs résultats. Donc
un dégradé de couleur qui donne au carré un aspect plus lumineux ou plus profond selon l'intensité de la surteinte, une variation de ton qui fait ressortir certaines parties du motif tout en modifiant subtilement l'apparence générale du carré, et enfin une transparence partielle où la teinture laisse apparaître certaines zones, le motif imprimé de manière plus claire en créant un jeu de lumière et de couleurs uniques. Donc c'est ce qu'on va avoir avec le carré surteint. Je vous montre par exemple, donc j'ai trouvé une photo de ce carré là. Donc une version surteinte. Donc je vous montre là, bon, vous voyez à peu près le motif. Bon, sinon je vous mettrai une photo, ce sera plus simple, vous voyez à peu près le motif. Et ici on est sur quelque chose un peu des petites rosaces comme ça. On a le léopard, on a le singe et on a des fleurs. Et donc j'en ai trouvé un qui est surteint pivoine. Donc vous pouvez trouver sur le site internet, parfois ils les proposent. Après je suis pas sûre qu'on sache exactement la couleur ou tout ça. Mais donc vous voyez ce que ça donne, c'est assez différent. Donc bah, c'est un carré qui est déjà rouge. Mais là, en fait, il est encore plus rouge. Je trouve que ça lui donne une profondeur. Et en fait, je trouve que ça donne une modernité. Cette histoire de surteinture, je sais pas. Parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui estiment qu'un carré Hermès c'est quelque chose peut-être d'un petit peu ringard, d'un petit peu vieillot. Là, je trouve que les versions surteintes, elles ont un petit... Vu qu'il y a cette unicité de couleur, peut-être que ce qui peut donner le côté un petit peu ringard, c'est, je sais pas, selon le type de motif. Moi, je trouve que tous les motifs en rapport avec les chevaux, personnellement, c'est quelque chose de bride de gala et tout. Je trouve ça très connoté bourgeoisie, mais un peu pas dans le bon sens du terme on va dire, enfin moi ça me plaît pas plus que ça. Après quand il est noué on voit pas vraiment le motif donc ça va, ou même tous les trucs un peu chaîne d'encre, un peu idée marin, je suis pas fan, je trouve que ça fait un peu vieillot, pas ma cam. Mais là en fait je trouve que une fois que c'est surteint ça adoucit le motif, on voit moins le motif parce qu'il est un peu noyé entre guillemets par cette surteinture unique qui va patiner un peu toutes les couleurs d'une certaine façon. Je trouve que ça lui rajoute un petit plus et ça rajoute, ouais, ça donne une certaine modernité, enfin pour moi. Forcément quelque chose qui est plus uni, je trouve ça un peu plus moderne que des motifs avec certaines couleurs très marquées, tout ça. Ça après c'est vraiment une histoire de goût pour le coup. Et ensuite la surteinture, je trouve que pareil, ça modifie un petit peu la texture. Donc là j'ai repris le carré de ma pote, le carré 90, donc classique, et là le mien qui est surteint. Eh ben, le surteint est pareil, est beaucoup plus doux. Alors je trouve, comparé au 140, que je vous disais que je trouvais qu'il avait l'air qui était plus fin que le 90, là je trouve on est sur la même épaisseur. Par contre, le surteint a une douceur supplémentaire. Le toucher, il est... Je dirais pas que celui-là est rugueux, c'est de la soie, c'est pas du tout rugueux, bien sûr que non. Mais c'est pas pareil, celui-là, ouais, a une douceur supplémentaire. Je sais pas comment dire, une onctuosité, ça ne se dit pas du tout pour le tissu. Mais je sais pas comment vous l'exprimer autrement, mais... Ouais, vraiment, le toucher est beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable. Et ça, c'était dès le moment où on l'a acheté, on s'en est rendu compte pendant la vente. Donc c'est pas lié au fait de l'avoir porté, etc. Donc je pense que c'est vraiment intrinsèque à la technique. Donc je vous montre là le surteint porté. Donc moi je le porte vraiment comme ça, très classique, en mode bandana. Éventuellement un petit nœud dessous, mais pas forcément, ça peut être vraiment juste comme ça. Et sinon, j'ai un anneau de foulard que j'ai aussi acheté à la vente privée, que je vais chercher. Moi j'ai pris cet anneau de foulard là, très classique. Hop. Voilà, vous voyez la structure du truc. Et donc j'aime bien porter le foulard de manière très simple. Donc pour celui-là, je le plie en triangle. Voilà. Et ensuite je le replie pour faire comme une espèce de cravate. Donc je le replie comme ça. Et une dernière fois, hop, comme ça. Vraiment, c'est vraiment le truc basique. Hein. J'ai vu Tendance Clémence, elle a fait une vidéo il y a pas longtemps sur son... Parce que sur son petit truc comme ça aussi. Elle le porte pareil, je trouve que c'est vraiment la manière la plus... qui met le plus en valeur, enfin avec l'anneau de foulard. Après je me suis pas encore trop renseignée sur le port de l'anneau de foulard. Donc là de toute façon le but de la vidéo c'était pas de faire comment porter son foulard. Mais voilà. Mais je vous montre quand même. Donc juste comme ça, vraiment je trouve que c'est hyper chic. Bon c'est pas top avec avec comment je suis habillée aujourd'hui, ça aurait été mieux sur un pull clair, j'ai pas intuité, mais vous voyez, je trouve que ça met bien en valeur l'anneau de foulard. Et donc vous avez votre carré, et on voit un peu quand même le motif, je trouve que c'est très chic, très classique, sans être ringard, enfin je trouve pas. Donc j'aime beaucoup. Vous pouvez le faire sur le 140. J'avais pas prévu de montrer des façons de porter, mais je me dis tant qu'à y être, autant le faire. Donc par exemple sur celui-là, ah je vous avais pas montré l'étiquette de celui-là, est comme ça. Attendez. Dans le bon sens, donc made in France, 100% soie, et les informations de nettoyage. Comme quoi les étiquettes sont assez différentes finalement selon les foulards. Donc là peut-être en faisant un tour comme ça, par exemple, et là en mettant le petit
Sympa aussi, ça fait quelque chose de... Bah, pour l'hiver c'est mieux à la limite. Hein. On voit bien le motif, j'aime beaucoup. Il descend mais ça va, c'est pas... Je me dis sur une petite robe unie par exemple, ça peut être très mignon. Donc voilà, c'est comme ça que je porte l'anneau, mais il faut vraiment que je me renseigne sur des différents types de portées. Mais c'est vrai que là j'aime bien, je trouve que c'est joli, avec notamment like... En fait sur quelque chose, sur une tenue un peu simple, là pour vous dire j'ai un jean avec ce petit haut à pois, donc c'est pas très fun entre guillemets. Là ça rajoute quand même un petit plus avec de la couleur, je trouve que ça éclaircit le visage en fait, donc je trouve ça assez sympa. Si on faisait une petite comparaison claquée qui m'a été soufflée par une copine à moi qui m'a soufflé également le thème de cette vidéo, ce serait, si on voulait comparer donc un carré 90 classique et un carré sur teint, ça pourrait être par exemple, on compare avec évidemment la base Gossip Girl, alors on aurait Blair avec le carré classique non sur teint qui est vraiment très chic, très classique, on va dire vraiment le classicisme un peu basique. Et de l'autre côté on aurait Serena avec quelque chose d'un peu plus moderne, d'un peu plus léger, un peu plus unique. Bon, je dis pas que Blair, en fait, je préfère Blair en vrai, mais je préfère le carré sur teint, alors c'est compliqué cette comparaison, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu entre le classique et quelque chose de plus moderne. Après évidemment selon le type de carré, vous avez des carrés beaucoup plus modernes que d'autres. Je trouve entre un brick de gala et un carré à motif géométrique, on n'est pas du tout sur la même vibe hein, clairement. Donc voilà, vous pouvez, on a dit qu'on avait plus de 2000 types de motifs, donc il y en a vraiment pour tous les goûts, mais je trouve que de manière générale quand même, les motifs les plus connus qui reviennent le plus, c'est quand même les choses qui sont vraiment très classiques, parfois un peu trop à mon sens. Donc là je trouve on a des animaux, c'est assez fun, et j'aime bien en fait là quand il est porté comme ça, celui-là par exemple, j'aime bien le fait qu'on voit les fleurs comme ça avec des couleurs très vives. Je trouve que c'est assez sympa, parce que de toute façon quand vous portez un carré, quel que soit le motif du truc, on comprendra pas le motif une fois qu'il est porté. Donc c'est ça aussi qui est sympa. Et selon le type de portée aussi, ça change complètement la vision qu'on a du motif. Mais voilà, donc cette petite comparaison, donc Blair, Serena. Team, pour le coup, pour le foulard, Team Serena, mais pour le show, on est Team Blair, clairement, Team Blair, 10 000%. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Alors désolé, c'était un peu poussif parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire et que j'ai pas forcément eu le temps de bien apprendre, entre guillemets, l'histoire du foulard. Donc j'espère que je ne lis pas trop et que ce n'est pas trop... Enfin que c'est bien expliqué quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!